Nous pouvons choisir de rester à la surface ou d'explorer les couches plus profondes de notre esprit. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui s'aventurent au-delà de la superficialité, cherchant à comprendre les mécanismes qui forment un moi sain et intelligent. Ignorer ou ne pas développer de tels mécanismes augmente les chances d'être immature, même avec une culture irréprochable, misérable, même avec de grandes quantités d'argent, ou fragile, même en possédant du pouvoir. Auriez-vous le courage de monter dans un avion en sachant que le pilote est inexpérimenté et a peu d'heures de vol? Vous détendriez-vous en sachant qu'il ne connaît pas les instruments de navigation? Dormiriez-vous en voyant qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour éviter des itinéraires turbulents, pleins de nuages et d'éclairs? Il est évident que la plupart des gens se sentiraient extrêmement mal à l'aise. Beaucoup n'oseraient même pas entrer dans cet aéronef. Pourtant, nous montons chaque jour dans le plus complexe des aéronefs, piloté par un pilote souvent mal préparé, mal équipé et mal éduqué, susceptible de causer de nombreux accidents. Cet aéronef est l'esprit humain, et le pilote est le moi lui-même. En entrant dans un avion moderne, vous seriez impressionné par le nombre d'instruments de navigation. Mais à quoi bon avoir ces instruments si le pilote ne sait pas les utiliser? Quelle valeur a pour le moi d'avoir des ressources pour guider le psychisme ou l'intellect humain si, lors de la formation de la personnalité, il n'apprend pas les connaissances de base de ces instruments ni ne développe des compétences minimales pour les utiliser? Un moi mal formé a de grandes chances d'être immature, même s'il se distingue dans la science, terne, même s'il reçoit des applaudissements sociaux, vivant de miettes de plaisir, même avec de l'argent pour acquérir ce qu'il désire, figé, même avec un grand potentiel créatif. Comment votre moi gère-t-il les turbulences émotionnelles? Les ignore-t-il, s'en détourne-t-il ou les affronte-t-il? Si nous étions pilotes d'avion, le meilleur choix serait d'éviter les nuages denses, mais, en tant que pilote mentaux, ce serait la pire décision, bien que ce soit la plus courante. Tout d'abord, parce que le moi ne peut fuir lui-même. Deuxièmement, si le moi pratique la patience, permettant aux émotions troublantes de se dissiper naturellement et d'avancer, il pourrait tomber dans le piège de l'auto-illusion. La patience, essentielle dans les relations sociales, peut être préjudiciable si elle signifie l'inaction du moi en période de crise. Il semble juste que les émotions se dissipent. Elles sont archivées dans le cortex cérébral et deviennent partie des matrices de notre personnalité. Troisièmement, cela peut entraîner des fenêtres traumatiques avec un grand pouvoir d'attraction et d'agrégation. Nous étudierons cela plus tard, mais il est important de mentionner que de telles fenêtres emprisonnent le moi et déséquilibrent sa gestion de l'esprit. Le moi doit savoir utiliser des outils pour affronter et recycler ses difficultés émotionnelles. Mais quel type d'instrument utilise-t-il face aux peurs qui perturbent sa paix? Les peurs, ou phobies, semblent s'en aller, mais au fond, elles demeurent, étant stockées dans la mémoire, et peu à peu, désertifiant le territoire de l'émotion. Et comment le moi réagit-il à l'humeur dépressive qui éteint l'enchantement de la vie? Et aux stimuli stressants qui nous déséquilibrent? Et à l'anxiété et à l'irritabilité? Malheureusement, le moi est enseigné à rester silencieux dans le seul endroit où il ne devrait pas être muet. Il est formé pour être soumis dans le seul espace où il ne devrait pas être servile. Il est piégé dans le seul environnement où l'on est intelligent, sain et heureux seulement si l'on est libre. L'éducation moderne nous projette vers le monde extérieur. Nous connaissons des atomes que nous ne verrons jamais et des planètes que nous ne foulerons jamais, mais nous ne connaissons pas du tout la planète où nous vivons, respirons, existons et faisons face à des accidents, la planète psychique. Cela ne reflète-t-il pas un paradoxe inacceptable? Quel type d'éducation est-ce et quel type de moi souhaitons-nous former? Si nous voulons développer un moi lucide, équilibré, cohérent, généreux et audacieux, nous devons remettre en question la direction de l'éducation. La classification des pays avec la meilleure éducation classique est étroitement liée à l'efficacité professionnelle, mais n'est pas directement liée à la maturité du moi et au développement de ses fonctions vitales. Nous n'avons pas conscience que, dans l'appareil mental, une pensée, si simple soit-elle, est élaborée avec plus de complexité qu'un bâtiment construit avec des millions de briques au fil des ans. Est-ce exagéré? Non. Les ingénieurs savent quelles briques utiliser dans une construction physique, mais le moi, en tant qu'ingénieur de la psyché, ne sait même pas comment accéder au cortex cérébral et utiliser les matériaux disponibles pour former des chaînes de pensée. Un moi immature ne réalisera pas que la couleur de la peau, la religion, le sexe,
la culture et la race ne doivent jamais être utilisés comme critères pour discriminer deux êtres humains ayant la même complexité psychique. Un moi mature et profond doit être, au minimum, impressionné par le processus de construction des pensées. Mais qui s'en étonne? Nous produisons des pensées comme si cette tâche était triviale. Einstein a formulé l'une des théories les plus complexes de la science, mais si nous avions l'occasion de lui demander comment les phénomènes dans son esprit ont pu traverser des milliers de fois les fenêtres de son cortex cérébral et coudre des informations pour créer les images mentales qui ont fondé sa théorie, il ne saurait probablement pas répondre. Nous utilisons la pensée pour comprendre le monde, mais si nous l'utilisons pour comprendre comment nous pensons, nous percevrons que nous sommes tous des enfants face à une telle complexité indéniable. Entre un patient avec psychose et Einstein, ou même Freud, il existe des différences dans la rapidité, la cohérence, la synthèse, la structure et l'originalité du raisonnement. Mais toutes ces différences se situent à la surface de l'intelligence. En profondeur, nous sommes égaux. Les agronomes discutent des microéléments pour nourrir les plantes, les médecins débattent des molécules médicinales, les économistes parlent de mesures pour contrôler le flux de capitaux internationaux, mais nous discutons peu de la manière de former le moi en tant que directeur psychique. Le système académique nous prépare à exercer des professions et à gérer des entreprises, des villes ou des États, mais pas à nous connaître nous-mêmes. Cette lacune génère des déficits significatifs dans la formation du moi, qui, à son tour, contribue à des échecs historiques de l'Homo sapiens. N'est-il pas insensé qu'un être humain cause des guerres et des homicides? Le chaos de la mort, vécu dans la solitude d'une tombe, devrait générer un minimum de sagesse pour que le moi contrôle sa violence, mais cela ne suffit pas. Un moi enfantin, peut tourner vers l'intériorisation, se place comme un dieu. N'est-il pas irrationnel qu'un être humain qui meurt un peu chaque jour ressente une nécessité névrotique de pouvoir comme s'il était éternel? N'est-il pas insensé qu'un homme qui ne sait pas gérer ses propres pensées ait un besoin anxieux de contrôler les autres? N'est-il pas absurde de vouloir être le plus riche, célèbre ou efficace professionnellement sur un lit d'hôpital? Personne ne le désire. Mais pourquoi beaucoup de ceux qui ont du succès social et financier, au lieu de se détendre et de profiter, continuent-ils à un rythme frénétique, à la recherche de buts inaccessibles? Un moi compétent n'implique pas un moi bien formé. Un moi mal formé peut être extrêmement efficace pour le système social, mais, en même temps, avoir une mauvaise relation avec lui-même. Il y a des personnes qui ont eu des parents extraordinaires, une enfance merveilleuse et exempte de traumatisme, mais qui sont devenues timides, pessimistes, malheureuses et anxieuses. La base de leur personnalité ne justifie pas leur souffrance. Pour les comprendre, il est nécessaire d'observer les mécanismes de formation du moi. Et, pour qu'ils surmontent cette souffrance, il ne suffit pas de traiter une maladie, mais plutôt le moi malade, le moi en tant que gestionnaire de la psyché. Combien de pensées sur l'avenir, qui génèrent des inquiétudes dramatiques, ou sur le passé, qui créent des culpabilités marquantes, sont générées par la fabrique psychique sans passer par le contrôle de qualité du moi? Beaucoup. Et quelle technique le moi utilise-t-il normalement pour qualifier les pensées et se débarrasser des déchets psychiques? Les plus inefficaces et inappropriés. Il n'est pas rare que d'excellents maîtres en enseignement ou des psychologues efficaces dans le traitement des autres ne soient pas nécessairement capables de donner un choc de gouvernabilité à leur propre esprit et de se protéger. Les êtres humains sympathiques avec les autres ne le sont pas toujours avec eux-mêmes. L'êtes-vous? Les techniques que notre moi utilise souvent pour gérer la psyché et éliminer les déchets psychiques sont les mêmes que les premiers humains ont utilisées au début de la civilisation, et elles sont inefficaces ou de faible niveau d'efficacité. Commentons quelques-unes d'entre elles. Essayez d'interrompre la construction de pensées. Il est impossible que le moi interrompe la production de pensées, car même l'essai en soi est une pensée. De plus, ce qui est surprenant, c'est que le moi ne se contente pas de lire la mémoire et de générer des pensées de manière logique et consciente, mais il existe aussi d'autres phénomènes inconscients, comme le déclencheur de mémoire et le flux auto, qui créent des chaînes de pensées, des images mentales et des fantasmes sans le consentement du moi. Par conséquent, la grande thèse, penser n'est pas un choix de l'Homo sapiens, mais une inévitabilité. Penser n'est pas seulement un désir conscient du moi, mais un flux vital de la psyché. Les techniques de méditation, de relaxation ou de psychothérapie aident, mais ne stoppent pas la construction de pensées. Même pendant le sommeil, lorsque le moi repose, ces phénomènes restent actifs, créant des personnages,
des environnements et des circonstances avec des performances élevées qui peuvent nous faire rire ou nous terrifier. Combien de fois le moi ne veut-il pas penser à quelqu'un qui l'a offensé, mais ne peut pas s'empêcher de le faire? Cet échec se produit parce que le phénomène du déclencheur de mémoire a ouvert une fenêtre dans le cortex cérébral où est archivé l'offenseur et son offense. Si le moi est naïf et agit comme un simple spectateur de ce processus, il alimentera une assiette psychique produite par l'inconscient, qu'il n'a pas élaborée et qu'il déteste. Voici quelques-uns des secrets les plus notables du fonctionnement de l'esprit humain, qui montrent l'interaction de l'inconscient avec le conscient. En conclusion, la technique d'interrompre les pensées est une attitude infantile d'un moi qui ignore la planète psychique. L'être humain peut gérer une entreprise ou une nation, mais il n'est définitivement pas facile de diriger la planète psychique qui, tout comme la Terre, ne cesse de bouger, mais avec l'aggravation qu'elle ne suit pas toujours la même orbite et a des itinéraires surprenants. Ne vous plaignez pas si moi, vous ou les personnes autour de vous êtes imprévisibles, illogiques et compliqués. Cela est dû au bel et complexe appareil psychique. Le problème, ce sont les excès. Essayez de dévier la pensée ou de se distraire. Regarder un film quand on est tendu, prendre des vacances quand on est stressé, ou sortir d'un climat agressif quand il y a des frictions sont des attitudes qui peuvent soulager le moi. Même lorsque nous avons les yeux fermés au lit, assaillis par des pensées perturbantes, nous pouvons trouver du soulagement en ouvrant les yeux, car les images de l'environnement déplacent la lecture vers d'autres fenêtres du cortex cérébral. Se détourner ou essayer de se distraire pour surmonter le stress et les conflits est la technique la plus populaire utilisée par le moi. C'est l'approche la plus courante parmi les Chinois, Coréens, Russes, Européens et Américains. Mais elle a une faible efficacité. Malheureusement, des millions de personnes qui ont subi du harcèlement, des traumatismes et des crises dépressives ont essayé d'utiliser cette technique et ont échoué. L'une des raisons de la faible efficacité de la technique de distraction est le pouvoir de certaines fenêtres structurelles de la personnalité, que nous appelons fenêtres killer. Comme le nom l'indique, elles ont un double pouvoir, attraction du moi et agrégation de nouvelles fenêtres. Le pouvoir d'attraction est la capacité du moi à se fixer sur une certaine fenêtre, tandis que le pouvoir d'agrégation est la capacité d'ajouter de nouvelles fenêtres autour d'un noyau central, formant des plateformes. Le moi constructeur et reconstructeur. La vie humaine est un labyrinthe complexe. Parfois, nous sourions, d'autres fois, nous pleurons. Une fois, nous sommes applaudis, une autre fois, oubliés. Parfois, nous sommes des héros, d'autres fois, faibles. À un moment donné, nous sommes invincibles, à un autre, vaincus. Qui peut contrôler tous les phénomènes de la vie? Personne. Nous avons à peine la capacité de contrôler les variables qui nous entourent, comme le temps, les émotions, les pensées et les motivations. Qui a un moi complètement sain? Qui est préparé à tous les événements de la vie? Personne. Ceux qui croient être préparés sont généralement en période de calme, de santé ou d'héroïsme, sans connaître le labyrinthe de l'existence. Une chose est certaine, tout est incertain, il y a des courbes imprévisibles dans tout parcours. Riches et pauvres, intellectuels et analphabètes, tous sont des spectateurs d'un monde qu'ils ne dominent pas complètement. Dans une vie pleine de surprises, être auteur de sa propre histoire, dans certaines limites, est essentiel pour la santé psychique. Être auteur de sa propre histoire ne signifie pas être invincible ou avoir une vie pleine de succès. Ce n'est pas avoir des émotions toujours saines ou éviter des crises psychosociales. Non. C'est traverser avec dignité les séismes psychiques, cherchant à écrire dans cette traversée les textes les plus significatifs de notre personnalité. C'est avoir un moi qui va au-delà de la surface intellectuelle, libère la pensée imaginaire, plonge en lui-même et cartographie ses conflits. Un moi qui exige moins et embrasse plus, qui n'aime pas exclure, mais est passionné par le soutien, y compris envers lui-même. L'aéronef de nos esprits peut voler haut ou ramper. Il est triste que peu de personnes cherchent à explorer les couches les plus profondes de leur être par le biais d'un dialogue interne intelligent, relaxant et productif. C'est encore plus triste de vivre dans une société si superficielle, qui considère la quête et la conversation avec soi-même comme de la folie. La folie est de dialoguer avec tous ceux qui nous entourent, mais de se taire sur notre propre histoire. La folie est de critiquer le monde extérieur, mais de ne pas confronter nos fantômes, de ne pas recycler nos peurs et de ne pas apporter de clarté aux pensées perturbantes. La folie est d'éteindre les moteurs de nos voitures pour éviter l'usure, mais de ne pas éteindre nos esprits,
ou de gérer nos pensées pour ne pas surcharger notre cerveau. La folie est de percevoir d'innombrables sons autour de nous, mais de ne pas écouter la voix douce et inaudible de l'espace de la pensée virtuelle qui crie pour l'autodécouverte et le changement dans notre mode de vie anxieux. La folie est de consommer des produits et des services et d'oublier que ce que l'argent ne peut acheter, comme l'art de protéger la psyché et de s'intérioriser, est essentiel pour la santé mentale. La folie est de vivre dans des maisons confortables, mais de ne pas avoir d'espace intérieur pour se reposer et se détendre. Oui, la folie est de laisser le moi s'abandonner dans cette belle et imprévisible existence et de ne pas utiliser son intelligence pour se reconstruire ou se réinventer. Depuis notre première respiration, les pensées nous accompagnent, partageant des moments bons et mauvais, éveillant des sentiments, des désirs et des rêves. Bien que nous ne reconnaissions souvent pas leur importance, la vérité est que les pensées sont essentielles à la vie humaine. Tout ce qui existe aujourd'hui était, auparavant, seulement une idée, une pensée, un éclair dans l'esprit. Nos esprits sont puissants et ont des capacités incroyables, et chaque jour nous choisissons s'ils fonctionneront en notre faveur ou contre nous. Tous les changements que nous souhaitons apporter à nos vies, dans n'importe quel domaine, doivent commencer par nos pensées, pour ensuite se manifester dans le monde physique. Vous êtes la descendance d'une âme immortelle, un instrument utilisé pour exprimer votre singularité en tant qu'être humain. Si vous considérez cela, vous comprendrez qui est votre vrai moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la connaissance de soi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.